Bonjour, c'est parti pour notre live aujourd'hui. Nous sommes à Aix-en-Provence le 23 juin 2026. Au programme, les amendements, les partis et la perversion du sentiment d'appartenance. Vous comprenez maintenant de quoi je veux parler, n'est-ce pas? Car je vais vous parler d'un sujet fondamental, l'appartenance. L'appartenance, c'est quelque chose qui nous est propre, que nous ressentons, que nous percevons. Et quand ce sentiment d'appartenance est perverti, cela signifie que quelqu'un s'est approprié ce sentiment et nous l'a tout simplement volé. On se retrouve donc avec un sentiment d'appartenance détourné. C'est précisément le sujet du jour. Les amendements, les partis et la perversion du sentiment d'appartenance. Car il arrive fréquemment que des amis, des collègues, des frères, des cousins et des proches se retrouvent soudainement pris au piège d'un parti politique. Cette prise de contrôle par un parti est pour le moins étrange. Ou encore une prise de contrôle par une idéologie religieuse chrétienne, bouddhiste, peu importe. Ils se retrouvent ainsi pris au piège de cette idéologie. Ce détournement pervertit le sentiment d'appartenance, pervertit son essence même. Et certains pensent que ce sentiment d'appartenance est une question de contrôle. Voyez-vous, nous avons besoin d'appartenir à un groupe. L'appartenance est un besoin humain. Nous voulons donc appartenir à un groupe. Et ce sentiment d'appartenance est quelque chose. Cela dépend des informations que nous recevons. Si ces informations que tout le monde reçoit constituent un stimulus universel, alors nous sommes inclus dans ce stimulus qui est cohérent avec tous et nous lui appartenons. D'accord. Mais que se passe-t-il si ce stimulus est faux? Si les informations diffusées sur les réseaux sociaux sont fausses, on se retrouve alors avec un faux sentiment d'appartenance. À quoi sert ce faux sentiment d'appartenance? Il sert les intérêts de ceux qui dirigent le groupe. Ceux qui contrôlent l'information en tirent un avantage financier, politique, électoral et pour polariser le débat. Or, tout le monde est divisé sur une question qui pourrait être fausse, mais l'amendement parlementaire est légal. Le Brésil, plus que tout autre pays au monde, est gangrené par la corruption, notamment à travers les amendements parlementaires. Pourtant, ces amendements sont légaux. Comment est-il possible qu'il y ait une telle corruption dans le cadre d'amendements parlementaires? Les amendements parlementaires ont été créés sous le gouvernement Temer, permettant des modifications, et ce système a été renforcé sous Bolsonaro. Le gouvernement Lula a poursuivi cette pratique. C'est un réseau, une corruption gigantesque qui gangrène les partis politiques, les amendements et les politiciens. Et elle ne bénéficie d'aucun soutien. Les amendements sont sans appui. Mais nous n'allons pas parler de cela, car nous allons parler des amendements, des partis et de la corruption liée à l'appartenance. Lorsqu'un amendement arrive dans une ville pour construire une place, un terrain de sport, une crèche, lorsque cet amendement arrive dans cette ville, celle-ci a un sentiment d'appartenance, elle a ses besoins et, pour répondre à ses besoins, la ville construit la crèche. La ville va construire la garderie. Un homme politique aide la ville, mais non, cet homme politique. Quand ce politicien a construit la garderie, on perd la symbolique de notre propre construction. Et on finit par avoir une dette envers ce politicien qui a construit la garderie, le terrain de sport, le barrage, la route ou le pont. La perte du sentiment d'appartenance est donc fondamentale, car on perd ce sentiment d'appartenance à cause de la symbolique de ce politicien qui affirme dans la région « c'est moi qui contribue à son développement », parce que ce politicien ne cherche qu'à obtenir des voix.
Ce politicien pervertit la notion même de propriété. Voyez-vous, je ne parle même pas des soupçons de corruption et de blanchiment d'argent liés à ces amendements parlementaires qui coûtent plus cher que le pouvoir exécutif lui-même. C'est le pouvoir législatif qui s'approprie l'intégralité du pouvoir exécutif. Il y a là une corruption légalisée. Pourquoi? Notre Assemblée législative est censée planifier l'avenir. Elle élabore les plans que l'exécutif met en œuvre. Or, cette même Assemblée législative qui planifie l'avenir a détourné et recherché des fonds pour son propre compte. Elle se gouverne donc elle-même et devient un pouvoir exécutif. Le Parlement s'approprie des pouvoirs au détriment du pouvoir exécutif grâce à des amendements financiers. Bon, un problème que le Brésil résoudra autrement, il faut aller sur place et négocier politiquement, etc. Ce dont je parle, c'est de la population. La population risque de perdre le sentiment d'appartenance à une collectivité et de devenir dépendante de petits ajustements de la part de tel ou tel homme politique. Et ces ajustements et ce sentiment que tel homme politique est notre chef, un chef immuable, permettez-moi de résumer pour que vous compreniez un peu mieux ce qu'est la collectivité. Dans les véritables communautés, ce que nous appelons Jivasa se produit réellement. Qu'est-ce que la Jivasa? Imaginez un banc de poissons, une volée d'oiseaux qui volent d'un côté à l'autre. Le meneur, à la tête du groupe, change constamment de position. Le leadership évolue. Je vous ai donné un exemple très parlant. Si vous êtes un bon leader, si vous avez ce sens de la Givasa, vous êtes comme un chef d'orchestre. Vous laissez les musiciens à chaque instant de l'orchestre qui joue. À chaque instant, tel musicien brille, tel autre scintille, tel troisième rayonne, et vous maîtrisez la synchronisation des mouvements et les moments forts des personnages. Vous contrôlez ainsi le mouvement et vous imprégnez presque totalement le point culminant, la lumière, l'éclat des individus qui y participent. Et puis, il y a les divas et le sentiment d'appartenance. Chacun contribue à l'autre. Et dans chaque situation, un leader émerge. Bon, revenons à notre processus politique. Revenons aux pasteurs, aux prêtres, aux chefs religieux ou au leader communautaire qui est au pouvoir depuis plus de 10 ans. Si le chef communautaire, religieux ou politique reste au pouvoir pendant encore une décennie, il n'y a pas de Jivasa. Le seul intérêt est la monétisation, le seul intérêt est de corrompre votre sentiment d'appartenance, de le détourner. Dépendance totale envers ce leader. Ce leader contrôlera tout le monde afin que tous le considèrent comme un chef. Quel genre de leader est-ce là, franchement? Ce n'est pas un leader. Ce sont des gens qui ignorent tout du bien commun. Ce sont des gens qui décident que la vie doit tourner autour du pouvoir. Ce sont des gens assoiffés de pouvoir. Et puis, ils simulent l'empathie. Ils simulent le rire, ils simulent le bien-être. Mais ils ont une équipe marketing derrière eux. Ils y vont, ils font de la publicité, encore et encore. Écoutez un tel. Vous devez adopter tel ou tel personnage. Et ce personnage, c'est vous êtes honnête, vous êtes ceci et cela, vous êtes gentil. Et pourquoi adopter un personnage? Parce que sur les réseaux sociaux, ce personnage aura plus d'impact. Il touchera un public plus large. Mais attendez une minute. Les réseaux sociaux ne sont pas connectés à la communauté, ils manquent de cohérence, ils n'offrent pas ce contact humain direct. Certes, ils exercent un fort pouvoir de contrôle, et les réseaux sociaux ne sont pas réglementés. C'est précisément parce que les dirigeants politiques s'y opposent, car ils en tirent d'importants profits. Permettez-moi de vous l'expliquer plus simplement. Beaucoup plus simplement. Au Brésil, nous avons une sorte de grande exploitation agricole. Tout le territoire national, une grande exploitation agricole. Sauf que cette exploitation, au lieu d'être contrôlée par une seule personne, est contrôlée par plusieurs. Ou au moins 200 numéros CPF, numéros d'identification fiscale individuelle brésiliens, appartenant à des personnes très riches.
Le Brésil, un immense système contrôlé par environ 200 numéros CPF appartenant à des personnes très riches. Ce sont des personnes extrêmement riches. Ces personnes très riches se cachent derrière des numéros CNPJ, numéros d'identification fiscale des entreprises brésiliennes, des fonds, des fiducies et une multitude de sociétés. Elles se cachent derrière ces numéros CNPJ et exploitent la population de manière prédatrice. Il s'agit de déforestation, d'exploitation minière et de privatisation de l'État. Ces 200 numéros CPF, ces 200 personnes proches de ce nombre, tenteront de prendre le contrôle de l'État tout entier. Mais ils contrôlent la grande ferme et le grand fermier nomme des contremaîtres. Qui sont ces contremaîtres? Des députés, des sénateurs, des ministres, des présidents. Vous comprenez? Ces gens-là, les meilleurs postes au gouvernement. On prend l'État, toutes ses structures, ses institutions, et on choisit les plus chers. Les juges, les procureurs, les voitures de luxe, on leur prend les meilleurs postes. Ces postes ont été attribués de main d'homme, par sélection. Qui sera président de Caixa Econômica? Qui ira chez Petrobras? Qui sera à la tête de tel ou tel service de l'État, de tel ou tel secteur économique, de tel ou tel scandale? Qui dirige ceci? Qui dirige cela? Tout est donc fait par sélection. Celui qui place ses postes, c'est le propriétaire de la ferme, les numéros de sécurité sociale, c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Et où est-ce que la population est flouée? Avec les informations que vous recevez des réseaux sociaux, avec les informations que vous recevez des médias, car les médias sont composés de ces 200 personnes, ces 200 individus avec des numéros CPF, numéros d'identification fiscale brésiliens, dissimulés derrière des numéros CNPJ, numéros d'identification fiscale d'entreprise brésiliens, on dirait des psychopathes qui se cachent derrière une empathie feinte, qui parviennent à être empathiques mais qui, en réalité, ne font que simuler l'empathie. Ces numéros CPF sont également dissimulés derrière des numéros CNPJ d'entreprises soi-disant irréprochables, etc. Ensuite, vous regardez derrière ce CNPJ caché, à l'intérieur de ce fonds, qui est un fonds de la banque, je ne sais pas, de la banque de quelqu'un. Ces fonds servent à dissimuler et à blanchir de l'argent ici et là. C'est aberrant, extrêmement complexe. Et quand Pix apparaît, par exemple, une plateforme qui pourrait permettre de remonter la filière de ce blanchiment d'argent et de punir les criminels, un élu s'y oppose déjà, affirmant qu'elle sera taxée. Vous avez raison. Cet élu est plus préoccupé par la défense des criminels que par toute autre chose et s'attaque à tout ce qui pourrait endiguer ces flux. Voyez où nous en sommes. Nous avons perdu tout sens des responsabilités car nous sommes désormais intégrés à un système où nous avons un ennemi facile. Vous arrivez dans une bulle et l'ennemi, c'est un tel, ce parti ennemi. Oui, mais quel est le but de cette bulle? Tuer l'ennemi? Il n'y a pas de but. Vous avez été kidnappé, car dans cette bulle, il n'y a que des ennemis inventés, et vous n'avez aucun but. Ce n'est qu'une bulle de récit contre quelque chose. Elle n'incite à rien. Voici une leçon que j'ai apprise dans ma vie. Mais quelle valeur cela avait-il? Je l'ai apprise dans la forêt atlantique. Dans la forêt atlantique, je suis allé dans un petit endroit. Je vais vous raconter ce qui suit. Imaginez-vous dans la forêt atlantique, dans une zone de 56 mètres de rayon. C'est la forêt atlantique, une petite zone sans sentier. À l'intérieur de ces 56 mètres, il y a un petit chemin, quelque chose comme ça. Vous êtes au cœur de la forêt atlantique. Vous devez parcourir toute cette zone de 56 mètres de rayon, soit 110 mètres de diamètre, une sorte de sphère dans la forêt atlantique. Vous devez simplement marcher, rien de plus. Pas besoin de marcher en ligne droite, pas besoin de faire des détours, rien de tout cela. Vous devez juste marcher. Et pour marcher, vous devez explorer la majeure partie de cette forêt atlantique. Alors, sachant cela, que se passe-t-il? La forêt atlantique, si vous vous promenez ici et là, en empruntant un petit sentier, en 2 ou 3 mois, le sentier disparaît. La forêt engloutit tout. C'est fantastique. La forêt atlantique est une bénédiction. Et en étant là, dans cet environnement, vous serez amené à marcher et à explorer de nombreux endroits. Où se trouve la source dans cette forêt? Où est la cascade? Où se cache quelque chose de beau dans cette forêt? Alors vous aurez envie de le trouver. Vous voudrez y arriver, mais vous voudrez laisser la forêt vous guider. Vous la scruterez et vous saurez où aller. C'est là que réside l'essence même de la forêt. Vous prendrez conscience de ce que vous pouvez atteindre.
Cela réside dans la matérialité de ce que vous ressentez. Vous avez une matérialité, elle ne vient pas d'un écran, mais du monde réel en 3 dimensions. Vos sens, votre odorat, votre conscience de l'environnement, cette réalité s'impose à vous, et c'est dans cette réalité que vous percevez vos possibilités. Je ne peux pas aller par là, il y a un arbre, un précipice, je n'y vais pas, car c'est réel. Et là, vous réalisez que vous le pouvez. Car si vous êtes confronté à des idées reçues qui, en plus d'être fausses, vous disent ce que vous ne pouvez pas faire, vous finissez par vous bloquer. Si vous êtes dans la forêt atlantique et que vous regardez les zones interdites, c'est figé. Parce que vous ne pouvez pas y aller, il y a des épines, vous ne pouvez pas, il y a une multitude d'interdictions et vous vous paralysez, sombrant dans le stress et l'angoisse. Voilà ce qui se passe avec nos réseaux sociaux, voilà ce qui se passe avec les partis politiques. Ils ne cessent de pointer du doigt ce qui ne peut pas être, ce qui n'est pas, l'ennemi, l'inimitié. L'ennemi, et quand ils pointent du doigt ce qui ne pourrait pas être, quelle est la proposition politique de votre parti, de votre religion, de votre vie? En réalité, beaucoup de religions ne demandent que la dîme et les offrandes et vous font croire qu'après la mort, vous hériterez d'une maison pleine d'or, et ainsi de suite, sans fin. C'est aussi simple que ça. Si on supprime l'argent, même ce pasteur ou ce prêtre changera de métier. Vous comprenez? L'argent est très lié à la religiosité, mais la religiosité nous apporte la paix, le réconfort, les chants, l'harmonie, elle nous aide à surmonter certaines épreuves. Alors, nous avons besoin de religiosité. Nous n'avons pas besoin de ces dirigeants proches de la psychopathie, uniquement motivés par le profit. Je ne veux pas vous aider. J'ai moi-même eu très peur en arrivant dans un parti progressiste, plutôt à gauche, quelque chose de similaire. J'ai dit, ce dont nous rêvons, en tant que parti, c'est de gagner les esprits et les cœurs. Écoutez, vous devez sensibiliser le public et moi aussi. Pourquoi cherchez-vous à me convaincre? Pourquoi voulez-vous m'imposer une vision des choses qui me serait étrangère? Nous devons développer ce sentiment d'appartenance. Quand un homme politique, un parti politique vient dans votre ville et construit une place, c'est formidable, mais cet argent nous appartient-il? C'est la communauté qui l'a construite et cette communauté doit être renforcée. Et maintenant, c'est différent. Le parti ne cesse de déployer des banderoles, d'ériger des statues, de placer des symboles. Un député devient un symbole, un autre devient un symbole, et ainsi de suite pour le symbole politique. On ne se soucie ni des gens ni de leur bien-être individuel, encore moins du collectif. L'identité brésilienne que nous avions il y a 40 ou 50 ans se dissout dans les réseaux sociaux, dans des bulles où l'individualisme forcené impressionne et où, sans règles ni normes, les géants du numérique qui contrôlent ces réseaux sociaux naviguent presque en toute impunité, amassant des fortunes quasi illimitées. Depuis les États, le pouvoir s'exerce sur eux. Le propriétaire de la ferme brésilienne place ses hommes de main ici et là, manipulant les médias pour tromper la population et lui donner un sentiment d'appartenance fondé sur un ennemi imaginaire, déconnecté de la réalité locale. On se retrouve alors avec un idéalisme démesuré et déconnecté de la réalité, et on se perd. On perd son sentiment d'appartenance. Alors, il faut trouver un coupable. Et quand on a un coupable, on s'en prend généralement au plus faible. Au Brésil, on s'attaque aux Noirs, aux pauvres, aux habitants des favelas ou aux personnes d'une autre religion. On crée un bouc émissaire. Alors, dans ce direct d'aujourd'hui, c'est précisément ce que nous voulons faire. Nous voulons changer la donne, vous amener à réfléchir ainsi. Si vous êtes une communauté, que vous soyez dans votre bâtiment, dans ce bar, sur ce terrain, dans cette église est une communauté. Nous sommes tous là. Ensemble, nous sommes plus forts que quiconque. C'est ce que vous devez ressentir. Quand vous ressentez cette communauté, quand vous ressentez le bien-être de chacun, vous commencez à vous y retrouver, à collaborer, vous commencez à œuvrer avec une force collective.
Vous partez du principe que le collectif vous contrôle. Oui, il vous contrôle non pas par le biais de récits, mais par des événements concrets qui se produisent au sein de ce collectif. Quand quelque chose de concret se produit pour ce collectif, que se passe-t-il? On le ressent, on le sent. Et si ce n'est pas telle ou telle personne qui agit, c'est vous qui le faites ou quelqu'un d'autre. La personne la plus compétente pour faire ceci ou cela le fait déjà naturellement sans avoir besoin de dire regardez, je l'ai fait, nous l'avons fait, ensemble, tous unis. Quand je dis viva ça, il est important en portugais de dire nous l'avons fait, nous le faisons, nous sommes ensemble. Ce n'est pas le leader, car le leader doit être flexible. Si notre leader est rigide, il n'a pas de givasa, il ne pense qu'à l'argent. Est-ce le même leader? Est-ce le même représentant? Ce n'est pas le leader. Le leader évolue au sein de la communauté, il agit en fonction de ses compétences. Il choisit qui brille et généralement il ne brille même pas lui-même, il choisit simplement qui saura briller aux moments opportuns. Il harmonise les choses et la communauté s'entend bien et se renforce de plus en plus. Et l'esprit brésilien grandit en son sein. L'esprit brésilien de cette communauté près d'une cascade, près de la forêt atlantique, près d'une communauté indigène, près de cette école, près de ce quartier, dans chaque lieu, il règne une atmosphère qui nous enveloppe. Partout où vous allez en ville, vous vous sentez chez vous. Vous vous sentez accueilli. C'est très important car vous n'avez pas laissé la corruption s'infiltrer dans ce sentiment d'appartenance. L'appartenance est naturelle. Son absence vous rend prisonnier. Vous êtes kidnappé par des églises, des communautés et des petits groupes qui cherchent à vous la voler et vous finissez par vous battre pour une cause qui n'est pas la vôtre. C'est tellement courant. Vous rencontrerez toujours quelqu'un, je vous l'ai déjà dit, tellement engagé, tellement dévoué à une cause qu'il n'a pas choisie. Elle a été kidnappée pour la cause car elle avait besoin d'appartenir à un groupe et ce groupe lui offrait ce sentiment d'appartenance afin qu'elle puisse défendre une cause. Et cette cause est simple. L'ennemi facile est juste là. Cet ennemi-là, alors elle allait le combattre. Chaque problème social, voyez-vous, le problème, c'est cet ennemi. Tout devient simple. Vous transformez toutes les complexités de la vie en une lutte contre un ennemi que votre bulle vous désigne comme tel. Et ils mentent, inventent récit après récit, et voilà la corruption liée à l'appartenance. Nos amendements aux partis politiques sont une véritable honte, une honte immense, car le pouvoir législatif tente d'empiéter sur le pouvoir exécutif pour obtenir plus d'argent, tout en œuvrant contre lui. C'est l'exécutif qui exécute, pas le législatif, et dans son exécution, il instrumentalise les symboles politiques pour maintenir le pouvoir de tel ou tel parti. Ainsi, le parti et ses membres priment sur la communauté. Vous avez perdu votre sentiment d'appartenance et c'est quelque chose que nous pouvons progressivement changer et améliorer. Et où commence l'amélioration? Où commence un nouveau monde et un nouveau Brésil? En vous, ici même, dans ma tête, dans la vôtre. Si vous changez, le monde change avec nous. Alors, chers amis, c'était le sujet du direct de cette semaine. Essayez de changer votre façon d'être et commencez à voir les choses réelles, sans écran, ce qui est réel autour de vous. Et suivez votre intuition. Suivez votre façon d'être et de penser, votre façon d'être conscient de cet endroit, de ces choses. Cette conscience que vous avez est importante, mais seulement si l'information est authentique, pas à travers des écrans, pas à travers des récits, authentique, ce que vous avez vu, ce que votre groupe a vécu, pas à travers des histoires, mais véritablement vécu. Cette promenade, cette gorgée d'eau, cette activité, ce jeu, ce chant, vivre pleinement, sans passer par des récits ou des écrans. Vivre pleinement. Voilà le message que je voulais vous transmettre cette semaine. À la semaine prochaine. Je vous embrasse tous. Je vais le partager ici, car sinon ça ne fonctionnera pas. Il ne s'est pas éteint.